Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean-Charles Caillet et je suis vice-président chargé de l'innovation à l'Université catholique de Lille. Donc je suis très content de passer ces 20 minutes avec vous pour partager ma vision, ma conception de l'innovation. Le titre qu'on m'avait proposé était Innovation, mythe et réalité. Donc moi, je vous propose de partager avec vous ce que je vis, ce que j'expérimente dans mon université comme enseignant innovant, mais aussi comme directeur d'une structure qui s'appelle Hémisphère et qui est une sorte de laboratoire d'innovation pédagogique dans laquelle on innove en pratique pédagogique, en entrepreneuriat et aussi en recherche. Alors, tout d'abord, l'innovation, qu'est-ce que l'innovation? Ça vient du latin innovare, qui veut dire se renouveler, faire du nouveau, enfin, inventer. Et puis aujourd'hui, ce terme innovation, il est souvent un peu réduit, galvaudé à... Alors, est-ce que innover, c'est juste faire du neuf, ou est-ce qu'on peut imaginer de le détailler plus précisément? Une fois, j'avais même présenté un peu cette conception en disant que je détestais l'innovation. Je déteste l'innovation telle qu'on me la présente, telle qu'on peut me la vendre, entre guillemets. Donc, innover, qu'est-ce que l'innovation? L'innovation, c'est souvent perçu ou présenté comme un but en soi. Or, on sait très bien que ce n'est pas un but. On n'innove pas pour innover, de même manière d'ailleurs que l'innovation est présentée aussi comme je dirais, une façon de faire que l'on ne peut pas éviter. Il y a comme une sorte de prosélytisme de l'innovation, une injonction à innover. Aujourd'hui, il faut innover. Si vous n'innovez pas, vous êtes hors du temps, comme si les has-been n'innovaient pas et puis que seuls les modernes étaient capables de le faire. Donc, innover, ce n'est pas ça du tout. Innover, ça veut dire essayer d'emprunter un chemin différent pour réaliser quelque chose. On va en parler juste après, du but. On innove pour quelque chose. On innove parce qu'on a un objectif. Si j'illustre avec ma pratique de l'enseignement ou de celle de mes collègues, est-ce que j'ai envie de créer une innovation, par exemple, pour que mes élèves aient un meilleur niveau, pour que leur niveau d'apprentissage soit plus efficace? Est-ce que je veux innover, pas pour cela, mais pour qu'il y ait plus d'interaction et de communication entre eux? Est-ce que j'ai envie qu'ils soient un peu moins consommateurs et plus acteurs de leurs apprentissages? Voilà, différents objectifs possibles. Donc, on va innover dans un but particulier et en se posant d'abord une question. Quelle est la meilleure façon de résoudre le problème qui se pose à moi? Et c'est là que va arriver un peu ce terme que l'on confond souvent avec l'innovation, c'est la créativité. Autrement dit, est-ce que innover, c'est juste être créatif? Est-ce qu'il faut être créatif pour innover? Quelle différence fait-on entre un innovateur? Est-ce que moi, je suis un innovateur ou est-ce que je suis plutôt créatif? La créativité, c'est peut-être une des façons les plus efficaces, pas la seule, pour être en mesure d'innover. La créativité, que les Anglais appellent l'idéation, la capacité à produire des idées, c'est une sorte de compétence qui est individuelle mais qui peut être collective, dans laquelle on va s'arranger, on va essayer de faire en sorte que des gens trouvent des idées. Donc moi, j'ai envie que mes étudiants soient plus collaboratifs entre eux, donc je vais me creuser un peu les ménages, soit tout seul, soit en équipe, pour trouver une idée d'une pédagogie que j'estime innovante. Seulement, la créativité, ça se limite à la production d'idées. Et ce n'est pas de l'innovation. L'innovation, c'est plutôt quand ces idées rencontrent la main de l'utilisateur. Donc l'idée que j'ai, par exemple, de créer une classe collaborative, une classe inversée, une classe renversée, du serious gaming, de l'apprentissage par problème, quelle que soit l'idée, cette idée ne deviendra innovation que s'il y a une pratique. Donc il faut absolument qu'il y ait un usage. Donc, on peut avoir différentes définitions de l'innovation, mais l'innovation est toujours intimement liée à l'usage. Sans usager, point d'innovation. Et donc, on va arriver dans ce qu'on appelle une expérimentation, une mise en pratique. On va sur le terrain et c'est là que l'innovateur se dévoile, c'est-à-dire passer de l'idée à l'acte. Dans certains domaines, on dira que l'innovation, c'est quand le service ou le produit rencontre son marché. Si on est dans le monde de l'éducation, eh bien, l'usage des étudiants, la pédagogie innovante que je vais mettre à leur service. Donc, cette innovation, pour pouvoir se mettre en place, elle rencontre souvent un premier obstacle qui est ce qu'on appelle le syndrome du oui mais.
Les anglo-saxons appellent ça le yes but. Autrement dit, on va vous dire, oui, ton idée est géniale, mais tu ne pourras pas le faire, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mettre tes élèves en équipe comme ça, tu ne peux pas leur faire confiance. Et donc, pour pouvoir passer de la créativité à l'innovation, eh bien, il faut franchir ce premier obstacle qui est ce mur du oui mais, le syndrome du yes but, et le transformer en oui et. OK, l'idée est intéressante, elle mériterait d'être creusée, mais on va quand même travailler avec les usagers. Et donc, travailler avec les usagers pour les amener à innover avec vous, eh bien, ça sous-entend aussi être à leur contact et très sensible à leur feedback. Donc, on ne peut innover sans tenir compte régulièrement de l'avis de ces usagers. Et j'aime à dire qu'on n'innove pas pour les usagers, même si c'est le cas, mais on innove pour et avec les usagers. Donc ça, c'est un concept qui peut être un peu plus personnel, mais qui mérite d'être expliqué. On dit j'innove, j'ai envie d'innover parce que je pense savoir ce qui est bon pour l'usager. Je pense savoir ce qui est bon pour toi, pour le client, pour le citoyen, pour le malade. Si vous innovez dans des domaines, je dirais, d'institutions publiques, privées, de santé, d'éducation. Mais on est parfois tellement persuadé de savoir ce qui est bon pour l'autre qu'on va créer une innovation un peu comme une injonction en disant cette innovation, je l'ai tellement travaillée en équipe et pensée pour vous qu'elle ne peut que vous satisfaire. Or, l'innovation est un process qui avance progressivement. C'est quelque chose d'itératif, qui se construit, se déconstruit. C'est une expérimentation. Ça se passe sur le terrain. Donc, il faut absolument que les usagers soient partie prenante jusque dans la méthode que vous leur proposez. Et donc, les usagers, mes étudiants, par exemple, vont participer à la transformation de ma méthode pédagogique. Donc, par exemple, un enseignant qui arrêterait de faire du cours magistral et qui se lancerait dans une classe inversée, parce qu'il a étudié une conférence, lu un ouvrage, il a complètement bien dessiné son scénario, s'il impose à ses élèves ce qu'il pense être une innovation, en fait, il n'innove pas. Il est juste passé de la méthode A à la méthode B, et donc il va leur faire subir la méthode A exactement comme ceux-ci subissaient avant la méthode B, ou la méthode A, pardon. Donc, l'innovation, c'est quelque chose qui est expérimental et qui va nécessiter, je vais y revenir juste dans quelques minutes, un changement de posture, une façon d'aborder les choses différemment. Donc, si l'on veut entraîner des usagers et aller avec eux dans ce mouvement dynamique, il faut être capable d'endosser différents costumes, différentes peaux, en tout cas de réagir différemment selon les événements, selon les circonstances, par rapport à ce que l'on faisait avant lorsqu'on était inscrit dans une certaine routine ou une certaine habitude. Voilà, donc ce qui est vraiment intéressant à avoir au départ comme idée, ce sont des idées de base partagées par beaucoup de personnes. Innover n'est pas un but en soi. Il ne faut pas forcer l'innovation, on invite. Ensuite, l'innovation se pense aussi avec les usagers, parce qu'ils ont leur mot à dire et ils sont aussi capables, bien plus que vous, je dirais, de détailler leurs besoins. On va innover en fonction de ces besoins. Et surtout, ce que l'on va mettre en place, que ce soit une innovation pédagogique, managériale, une innovation de service, jusque même dans les innovations de produits, bien sûr, on va mettre en place des expérimentations qui vont bouger, se transformer, se challenger. Et donc, on évite de passer d'un système rigide à un autre système tout aussi rigide. Et l'innovation, telle qu'elle est présentée là, est partagée par bon nombre de personnes qui la pratiquent. Dans la deuxième partie de mon propos, je voudrais maintenant partager avec vous des convictions peut-être un peu plus personnelles qui méritent d'être débattues d'ailleurs et qui vont peut-être compléter ce que je viens de dire, qui sont pas des évidences, mais des notions partagées par bon nombre d'entre nous. La première d'entre elles, une sorte de conviction personnelle, c'est que pour innover, il faut être capable d'hybrider. L'hybridation, telle que je l'entends, peut-être par des formations professionnelles étant professeur de génétique et pensant aux molécules d'ADN, l'hybridation, c'est une complémentarité. Et donc, pour innover, il faut hybrider entre deux mondes que l'on va associer entre eux. Je m'explique. On peut penser que l'innovation pédagogique, c'est une nouvelle façon de travailler avec les élèves, s'oppose à l'enseignement académique.
Alors on dira, il faut arrêter le cours magistral, arrêter les cours en amphi, et puis se mettre à faire des classes inversées, renversées, du serious gaming ou de l'apprentissage par problème. Or, ce que l'on observe sur le terrain, c'est que lorsqu'on propose des innovations pédagogiques à des élèves, eh bien, ça leur donne envie de suivre des cours magistraux, de lire des ouvrages, d'écouter des conférences, voire de travailler à distance sur des textes, par exemple. Donc, l'innovation pédagogique est finalement la meilleure façon de renforcer le cours magistral. Et donc, il n'y a pas deux mondes qui s'opposent avec des professeurs qui disent il faut enseigner de telle manière et d'autres qui font un peu du prosélytisme de l'innovation pédagogique en disant le monde a changé, les élèves, les étudiants ont changé, on ne peut plus enseigner de la même manière. Dans la réalité, ce que l'on observe, c'est que ce qui est fonctionnel, c'est d'hybrider les approches. Donc, hybrider en les associant par complémentarité des séances, des séquences où les enseignants enseignent de manière classique, les élèves apprennent de manière, je dirais, habituelle, et puis d'alterner avec des modes d'innovation pédagogique jusque dans les plus poussés. Donc là, en termes de posture, ça peut être le même enseignant qui se donne dans l'innovation pédagogique et dans le cours académique. Donc moi, j'ai par exemple des séquences de cours de classe renversée où mes étudiants sont autonomes, ils construisent le cours par eux-mêmes. Ce sont mes étudiants qui construisent le cours, qui dispensent le cours, et ce sont mes étudiants qui construisent les examens. Et dans ma classe, je suis le seul élève, puisque je leur ai dit, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Donc si vous venez dans ma classe, il y a 50 profs et un seul élève. Seulement, dans cette classe renversée, dont les séquences durent 2 heures, à des moments donnés, un quart d'heure par-ci, 10 minutes par-là, on introduit des séquences de cours magistrales où le professeur qui était devenu l'élève redevient enseignant. Et là, je peux vous dire que les étudiants, lors de ces séquences de 10 à 15 minutes, prennent un goût très prononcé et fort pour le cours magistral parce qu'ils comprennent et ils apprécient la complémentarité entre ce que je leur dispense de manière classique, comme un expert, et ce que je leur permets d'apprendre ou de comprendre par eux-mêmes. Donc, l'hybridation. L'hybridation, telle que je la présente ici entre je dirais, le cours classique et le cours innovant, on va la retrouver aussi avec le numérique dans l'hybridation, je dirais, présentielle ou distancielle, où là, il ne s'agit pas de faire à distance les mêmes cours qu'en classe, mais de proposer à des élèves eh bien, des innovations à distance complémentaires de ce qu'ils font entre les 4 murs de la classe. On va retrouver exactement la même chose dans le monde du travail. Lorsqu'on parlera du télétravail, des collaborateurs, collaboratrices qui prennent 1 ou 2 jours de télétravail à domicile, font-ils les mêmes tâches que celles qu'ils réalisent au bureau ou dans l'entreprise et inversement? Donc, un élève qui suit des cours de e-learning à distance peut se retrouver dans la même situation qu'un collaborateur qui fait du télétravail. Est-ce que ce que l'on propose à distance ou en présentiel est la même chose? Si on leur propose de travailler de la même manière, on observe une dégradation. Autrement dit, si on n'innove pas dans ces façons de travailler, eh bien, on va s'apercevoir qu'une tâche qui est réalisée à distance est dégradée par rapport à une tâche qui est réalisée en présentiel. Et on peut observer exactement l'inverse si on avait monté cette séquence pour le cours à distance. J'ai parlé juste au début du changement de posture. Donc le changement de posture, c'est aussi quelque chose qui est fondamental, indispensable pour innover de manière efficace. Si moi je suis un enseignant classique et que je veux me lancer dans des innovations pédagogiques collaboratives, eh bien je dois sortir un petit peu de ma posture de sachant, d'expert, de transmetteur vertical de connaissances, et puis devenir un peu le facilitateur, l'animateur, le coach, travailler au même niveau que mes étudiants. Et donc, ce changement de posture va nécessiter que peut-être je ne les corrige pas immédiatement lorsqu'ils font des erreurs, que je profite de ces erreurs pour, je dirais, susciter un débat, que je puisse aussi leur laisser une certaine liberté dans le choix d'aborder la production d'une connaissance, que je ne leur demande pas forcément de répéter exactement ce que j'ai dit ou de vérifier qu'ils aient compris ce que j'ai dit en classe. Eh bien, ce que je présente ici dans une innovation pédagogique, on va retrouver la même chose dans une innovation managériale. Le professeur peut être assimilé à l'expert, le hiérarchique, le chef de service, la directrice de tel business unit. Et donc, quelle est la part de liberté que l'on donne à ses collaborateurs, à ses clients, ses fournisseurs? Comment est-ce qu'on peut mettre les personnes en mouvement, leur laisser une liberté dans un cadre
proposer des choses. Et là, changer, sortir de sa posture de dirigeant, de dirigeante, d'expert ou de hiérarchique, changer de posture parce que la façon dont on va créer l'innovation managériale ou l'innovation d'interaction ne pourra pas être possible si on garde le même type d'interaction avec ses subalternes. Donc, ce que l'on observe, et c'est le cas dans mon université et dans la structure que j'anime, c'est qu'il y a beaucoup de points communs, de transpositions qui peuvent être faites entre le monde de l'éducation, où il y a des innovations pédagogiques perpétuelles, et puis le monde de l'entreprise, le monde des institutions privées, publiques, services et autres, dans lesquels on peut s'inspirer avec ces nouvelles façons de travailler ensemble. Travail collaboratif, travail co-élaboratif. La différence entre le travail collaboratif, c'est qu'on a l'impression que les gens vont être capables, avec des profils différents, de bien compléter leurs compétences, de travailler ensemble, mais on s'aperçoit que c'est souvent très difficile à mettre en place. Alors que le travail co-élaboratif, ce que les anglo-saxons appellent le co-design, c'est façon avec des méthodologies pour susciter, je dirais, des productions communes, où chacune a une part de lui dans ce qu'il propose, eh bien, ce sont des choses qui sont beaucoup plus efficaces et qui permettent d'innover dans le management, mais aussi d'innover en pédagogie. Et enfin, pour terminer, un point aussi que je trouve aussi important que l'hybridation ou, je dirais, le travail co-élaboratif, c'est ce que l'on appelle la résistance au changement. Pour innover, souvent, on entend, il faut lutter contre la résistance au changement. C'est-à-dire qu'on s'imagine, et il y a des graphes, il y a des représentations qui vont vous dire, dans une entreprise, dans une école, dans une classe ou à tel endroit, il y a 5 à 10% des gens qui vont lutter férocement contre l'innovation, une dizaine qui seront plutôt contre, mais je dirais sans s'acharner. Vous avez des gens qui vont suivre et puis vous avez les fans de l'innovation. Comme s'il y avait un pourcentage de gens qui aiment innover et d'autres qui n'aiment pas. Et donc, les tenants de l'innovation, ceux qui sont les moteurs, qui ont le projet pour innover, que ce soit dans une entreprise ou dans une école, vont vous dire on doit lutter contre la résistance au changement. Eh bien, moi, personnellement, je pense que c'est non seulement une aberration, mais c'est une erreur fatale, entre guillemets. Il ne faut surtout pas lutter contre la résistance au changement. Pourquoi ? La première raison, c'est que les résistants au changement sont souvent plus nombreux et extrêmement majoritaires. Donc, on va se fatiguer, s'exténuer à lutter contre, je dirais, un nombre important de personnes qui ne comprennent pas du tout ce que vous voulez faire, surtout parce que ça va les mettre en difficulté par rapport à ce qu'eux construisent, leur positionnement, leur stratégie et autres. Donc, la résistance au changement va vous mettre en face de vous une quantité de résistants tellement importante que lutter contre eux, l'énergie que vous allez dépenser, ce sera au détriment de votre projet. La première raison, je pourrais dire comme ça, c'est qu'on est tous des résistants au changement. Donc, il ne s'agit pas de stigmatiser ceux qui aiment ou ceux qui n'aiment pas innover. C'est que moi-même, par exemple, si je m'estime être plutôt créatif et innovant, dans bon nombre de cas, je n'ai pas du tout envie de changer ou d'innover. Donc, selon les situations, les circonstances, chacun d'entre nous peut être le pire des résistants au changement. Ça dépend sur quel territoire vous venez le chercher. Pourquoi je pense que c'est une aberration de lutter contre la résistance au changement? C'est qu'il est impossible d'innover sans les résistants au changement. Les résistants au changement font partie de la démarche d'expérimentation. Et je vous donne juste un exemple très court. Lorsque j'innove en pédagogie et que j'ai des difficultés dans mes expérimentations, le premier profil capable de m'aider à avancer devant ces problèmes et à performer dans mon innovation, ce sont d'abord les usagers. Les usagers vous aident à transformer votre innovation, à l'améliorer. Mais il y a des moments où l'usager ne peut pas vous aider. Lorsque votre innovation rencontre un problème technique, un problème qui nécessite l'avis d'un expert, l'avis de quelqu'un qui n'est pas forcément un innovateur ou un créatif. Et donc, ces experts, ces personnes qui sont les seules à même de vous amener la solution à votre problème pour continuer d'innover, eh bien, ce sont ceux que vous pourriez stigmatiser à un moment donné en disant ce sont les has-been, les résistants au changement. Et donc, si vous les stigmatisez, ils n'auront aucun intérêt à venir vous aider. Il faut faire comprendre à celles et ceux qui ont des méthodes différentes de la vôtre et qui n'innovent pas du tout que leur action est nécessaire à votre innovation. Donc, si vous arrivez à innover,
Moi, si j'arrive à faire des classes inversées, renversées et autres, c'est parce qu'il y a des enseignants qui enseignent de manière classique, traditionnelle et de façon très efficace. Et c'est donc cette hybridation entre les gens qui ont des pratiques classiques et celles et ceux qui ont des pratiques innovantes qui est efficace. Et même, je dirais, vous pourriez être innovant dans vos projets qu'à 10 à 15%. Si vous arrivez à articuler cette innovation avec les 70 ou 80% entre guillemets de résistants au changement, eh bien vous allez obtenir de bien meilleurs résultats que si vous essayez d'augmenter le nombre d'innovants ou d'acquis à votre projet autour de vous. Voilà, donc c'est vraiment important, je pense, de partager cela avec vous. Il y a des notions ou des critères que tout le monde partage sur l'innovation, comme celles et ceux que j'ai dit au début. L'innovation n'est pas un but, etc. Mais il y a aussi des considérations qui peuvent être plus personnelles, qui méritent le débat ou l'échange. Et pour ma part, dans ma pratique, je pense que être capable d'hybrider, être capable de changer de posture, mais d'être à la fois le prof traditionnel, le non-innovant et l'innovant, être capable de travailler avec les résistants au changement, qui sont, comme je l'ai dit, indispensables à votre élan d'innovation, eh bien, c'est quelque chose de fondamental. Voilà. Et pour conclure, je pourrais dire aussi, parce que je le pense vraiment, et si on m'avait donné que 30 secondes pour définir l'innovation, je me serais peut-être abstenu de vous dire tout ça, d'échanger tout ça avec vous. Je pense que plus que tout, l'innovation, c'est d'abord un état d'esprit. Donc, plus qu'une méthodologie, la façon d'arriver à ses objectifs et autres, c'est un état d'esprit. Il faut avoir cet état d'esprit. Et si on a cet état d'esprit, eh bien, on est capable, je l'imagine, de mener des projets qui, au départ, partent d'idées créatives et qui peuvent s'avérer ensuite jusqu'au plus innovant. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.